Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour la première conférence La question de cette nouvelle saison donc organisée par Philippe Beaune et les bibliothèques de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Roland Lehoucq pour cette première conférence de la saison. Et cette conférence ouvre dans les bibliothèques un cycle autour des sciences, de la science-fiction et de l'astronomie et de l'astrophysique. Donc, on va s'amuser un petit peu avec l'astrophysique pendant 2 mois dans les bibliothèques de l'agglomération. Notamment samedi, vous pourrez retrouver dans l'après-midi plusieurs activités à la bibliothèque Diane de Poitiers dans le centre-ville d'Étampes, où on aura un club d'astronomie qui va venir nous proposer une observation du soleil à partir de 14h30. Si on arrive à voir le soleil samedi. On l'a commandé, mais voilà. Et on aura aussi le club d'escrime qui viendra nous proposer une initiation au sabre laser. Voilà. Donc, on pourra alterner et faire un peu de sabre laser et un peu d'observation du soleil. Voilà. Quand je vous dis qu'on va s'amuser, c'est qu'on va s'amuser, comme on va aussi s'amuser ce soir. Et puis, donc, je voudrais remercier nos collègues et partenaires du théâtre qui nous accueillent toujours dans de superbes conditions ce soir. Et puis aussi la libraire de la librairie des échappées que vous connaissez bien maintenant, qui vient vous proposer des livres qui pourront être dédicacés à l'issue de la conférence par Monsieur Lehoucq. Et la libraire qu'on retrouvera aussi à la bibliothèque Diane de Poitiers vendredi soir à partir de 19h30, puisque, comme l'indique ce petit flyer, elle fera sa rentrée littéraire à la bibliothèque en présentant ses coups de cœur de la rentrée littéraire. Voilà, donc vous pourrez venir écouter à partir de 19h30 nos 2 libraires étampoises qui nous parleront de leur coup de cœur. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous à venir. Donc n'hésitez pas à suivre les actualités des bibliothèques ou bien sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou par voie d'affichage pour qu'on puisse, pour pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe autour de ce beau thème de la science-fiction qu'on explore assez rarement en bibliothèque, il faut bien l'avouer. Écoutez, je vais laisser Philippe vous présenter notre invité, et puis aussi à l'issue de la conférence, il vous présentera les futures conférences et les autres rendez-vous de l'année. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis voilà, profitez bien. Merci Lionel. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Le Covid vous avez un petit peu découragé, je pense qu'il vous a réencouragé, mais on a un problème d'essence apparemment en ce moment dans la région, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont préféré réserver leur essence pour des activités professionnelles. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Roland Lehoucq, qui travaille au CEA de Saclay, qui est chercheur au CEA de Saclay. De formation, c'est un physicien, ancien élève de l'École normale supérieure, et qui travaille au CEA sur des sujets de recherche comme l'astrophysique des hautes énergies et sur la cosmologie et la topologie cosmique. Là, je lis mon texte parce que c'est un peu compliqué. Peut-être vous aurez l'occasion d'en dire un mot. Donc, vous êtes internationalement reconnu dans ces domaines. Et il y a même un astéroïde qui se promène entre Mars et Jupiter, d'après ce que j'ai pu savoir, qui avant s'appelait 31387 1998 YA2 et qui porte votre nom, ce qui montre que vous avez vraiment une reconnaissance internationale. Alors, comme si cette occupation était insuffisante pour remplir vos journées, vous enseignez à Polytechnique. Vous enseignez à Sciences Po et j'ai lu que vous aviez conçu le plus grand cadran solaire du monde sur le barrage de Castillon dans les Alpes de Haute-Provence. Et je trouve que je fais pas mal de randonnées dans le coin. Et en fait, j'avais remarqué également, je n'avais pas vu celui-là parce que je ne suis pas passé à côté du barrage, mais qu'il y a des cadrans solaires partout dans cette région. Donc je ne sais pas si c'est ça qui vous a inspiré. C'est ce barrage, et donc on a fait le lieu. Puis surtout, EDF était d'accord qu'on fasse le dessin du cadran solaire sur la surface du barrage. Donc il était bien orienté aussi. Mais dans un registre qui nous est plus accessible, vous êtes également un grand vulgarisateur et un passionné de science-fiction, comme en témoignent vos nombreux livres et vidéos pour les enfants et les ignorants,
Et vous êtes également président du Festival international des Utopiales à Nantes, qui, je crois... Qui est un festival de science-fiction, justement. Oui, sur le thème, évidemment, de la science-fiction. Ouais, et enfin, juste pour prendre d'autres exemples, vous avez fondé la rubrique Science et Fiction avec Jean-Sébastien Steyer dans la revue C'est pour la science. Oui, c'est pour la science, c'est la version française du Scientifique américain. Exactement. En fait, ils s'en écartent un peu maintenant, beaucoup même, mais c'était ça initialement. Okay. Tout ça n'est qu'un aperçu de vos nombreuses activités, en particulier venir donner des conférences un peu partout en France. Personnellement, moi, je suis fan de Franquin et de Gaston. Moi aussi. Un espèce de petit temple chez moi à Gaston, et quand j'ai un coup de blues, je vais en ouvrir un nouveau, etc. Et j'ai été très sensible au fait que vous étiez membre du conseil scientifique de l'exposition Le Monde de Franquin, que j'ai raté, et je m'en veux encore. Je ne sais plus, 2000 quelque chose, oui, 2005 ou 7 peut-être. Bien que Franquin ait eu quelques idées noires avec des livres extrêmement sinistres. Donc nous souhaitions aborder le thème de l'astrophysique lors de la semaine de la science. C'est la raison pour laquelle on a suivi le conseil d'Étienne Klein, qui nous a dit de vous inviter à nous traiter ce sujet transdisciplinaire, comme nous les aimons ici. Peut-on parler d'astrophysique grâce à la fiction? Donc nous vous remercions infiniment, surtout en ces temps de pénurie d'essence. J'espère que vous en aurez assez pour rentrer à Paris, d'être venu à Étampes, et je vous donne la parole et on débattra un petit peu après. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi pour cette invitation. Donc, on parlait de science et de fiction, de science en particulier de l'astronomie, d'astrophysique. Alors là, j'ai mis quelques exemples des choses dont je pourrais parler. On va faire un peu de Tintin et un peu de Star Wars, mais c'était juste pour donner un goût de tout ça. Et il y a énormément de films dans lesquels il y a des éléments d'astronomie et d'astrophysique et qui sont abordés ou montrés et qui permettent de discuter des questions ou des choses que l'on voit. Alors, on peut en discuter d'abord en disant c'est vrai, c'est faux, ça marche pas. C'est un point à faire pour ne pas laisser passer d'idées fausses. Mais on peut faire aussi d'autres choses. Je vais le faire à une occasion avec l'Étoile mystérieuse. On peut mener une enquête aussi sur ces œuvres et essayer de déterminer des informations qui ne sont pas données explicitement dans l'œuvre. Par exemple, dans l'Étoile mystérieuse, on ne sait ni le jour ni l'heure où Tintin découvre l'Étoile mystérieuse. Et pourtant, on peut la déterminer, vous allez voir comment, au moins approximativement. Je fais la même chose pour le temple du soleil, je l'évoque même pas. Le temple du soleil, je sais où il est moi, je peux mettre mon doigt sur la carte, il est là. Voilà, il y a toute une enquête qu'on peut faire à partir uniquement des données de l'album pour déterminer la position du temple du soleil. On peut faire la même chose dans tout un tas d'œuvres de bande dessinée, on peut faire la même chose dans tout un tas de films ou d'œuvres de fiction. Et c'est cette démarche-là que moi j'aime beaucoup. Pas juste critiquer. Moi, mon point, j'aime ces œuvres, donc je ne vais pas les critiquer en disant « Ah, c'est pas bien fait, c'est nul, ils n'ont pas bien fait la science ». C'est pas le point. Des fois, c'est même très bien fait. On va le voir avec Hergé, il y a des choses qui sont très bien faites. Mais c'est d'apprendre des connaissances, apprendre des sciences en utilisant cette culture populaire, qui sont, disons, de la bande dessinée, le cinéma, la littérature de fiction, de science-fiction. Et puis de montrer comment, en direct finalement, en concret, sur un cas très, très réel, comment les scientifiques finalement essaient de comprendre le monde. Sauf que là, c'est un monde imaginaire, c'est un monde qui n'est pas toujours cohérent, il n'y a pas toujours de bonnes réponses, il n'y a pas toujours une réponse unique, mais on peut faire exactement la même procédure de raisonnement, de réflexion, de méthode finalement, que les scientifiques. Alors dans le cas d'Hergé, si on peut se plaire, alors ce soir on va regarder plutôt du Hergé, l'Étoile mystérieuse, et plutôt du Star Wars, mais encore une fois, c'est des éléments de plein de choses que je peux raconter. Si c'est juste Star Wars, toute la physique, je peux en parler 5 ou 6 heures. Si c'est juste Hergé, toute l'astronomie, toute la science de Hergé, je peux parler 5 ou 6 heures. Avatar, à lui tout seul, c'est des heures. Et donc à chaque fois, vous voyez, c'est sans fin. Il y a plein de choses à en dire. Donc là, c'est un petit mélange que j'ai fait pour vous, pour discuter ça. Alors le cas d'Hergé, il est assez intéressant parce que Hergé, c'est quelqu'un qui se documente beaucoup et qui cherche toujours à faire vrai. Bon, des fois, il se trompe, il s'est même trompé plusieurs fois très grossièrement, mais il cherche à faire vrai. Là, on le voit par exemple avec cette image, moi je trouve très spectaculaire. On dirait maintenant, Hergé, il a copié-collé le télescope à gauche pour faire son télescope à droite. Le télescope à droite, c'est dans les œuvres lunaires d'Hergé, c'est même dans le premier volume, dans Objectif Lune, où les ingénieurs sont en train, avec cet énorme instrument, de suivre les évolutions de la fusée expérimentale. Si vous vous rappelez, c'est la XFLR6 qui évolue, qui trace le chemin finalement technique et teste si tout va bien fonctionner. Ensuite, quand la vraie fusée lunaire, la véritable fusée lunaire va partir.
Ça, c'est à droite. Et à gauche, eh bien, on voit un astronome qui est rien moins que Edwin Hubble, qui est un des très grands noms de l'astronomie mondiale, un Américain, qui utilise un grand télescope. Edwin Hubble, c'est lui qui est à l'origine de la mesure de ce qu'on appelle la vitesse de fuite des galaxies et dont les observations ont posé les bases des modèles qu'on appelle la Big Bang en cosmologie. Donc, vous voyez, c'est un observateur extrêmement réputé dans les années 29 et qui a vraiment, par ses observations, posé les bases des modèles cosmologiques actuels, une des premières bases. Donc Hubble, personnage très connu, et cette image-là, c'est une image d'une coupure de presse, où Hubble, c'est un personnage très célèbre dans les années 30 et bien après. Et donc quand on regarde les deux télescopes, ils sont exactement les mêmes. On peut faire le jeu des 7 erreurs, il y a 0 erreur, ils sont identiques, y compris dans des détails insignifiants. Si vous regardez sur la monture, il y a 3 gros boulons, il y a 2 gros trous noirs, il y a les mêmes 3 gros boulons et 2 gros trous noirs. Il y a plein de choses qui sont mais strictement la même chose. Est-ce que je peux... Voilà, regardez là, les 3 boulons, ils sont là, les 3 boulons, ils sont là, les 2 trous noirs là, et on a les mêmes ici. Hop là, ici, voilà, ici et là. Il y a même, regardez au sommet, là, regardez, il y a un truc, on ne sait même pas ce que c'est, regardez là. Il y a même le même truc là. C'est identique. Identique. Voilà. Il a copié l'instrument. Donc il veut faire un instrument, il veut faire quelqu'un qui suit les évolutions de la fusée, il pense que c'est avec un télescope qu'on fait ça, il veut un vrai télescope, il prend une photo, une coupure de presse, parce qu'il a accès à ça facilement, évidemment. Il voit un télescope, il dessine le télescope, c'est fini. Il a la même chose pour les fusées, pour les voitures, pour les bateaux, pour tout. Alors évidemment, Hergé malgré tout n'est pas un astronome. Et du coup, on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est comme ça réellement qu'on suit les évolutions d'une fusée? Alors, en son décollage, oui, il y a des télescopes de poursuite qui suivent la fusée dans les premiers instants du décollage. Et puis après, quand elle est très lointaine, et a fortiori quand elle va tourner autour de la Lune, on ne la suit plus par les télescopes. Ça devient un point lumineux dans le ciel. Ça n'a pas l'intérêt de voir le point lumineux dans le ciel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mesurer sa vitesse, sa position, le débit de carburant, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, il y a des télémesures, il y a des choses à l'intérieur qui mesurent ça et qui envoient ça par onde radio. Ou si on veut mesurer la vitesse ou la position de la fusée, on l'éclaire, si j'ose dire, avec une onde radar, avec une onde radio. Ça s'appelle un radar, et on détermine sa vitesse et sa position. Donc c'est absolument pas avec un télescope qu'on suit les évolutions d'une fusée, à fortiori d'une fusée qui va au voisinage de la Lune. Et puis regardez, l'ingénieur qui utilise le télescope, il regarde dans la petite lunette qui est accrochée au flanc du gros télescope. Je veux dire, c'est complètement con. Il a un gros télescope, il regarde dans la petite lunette. C'est quoi? Ça a l'air idiot. Alors pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que Hubble fait ça, évidemment. Hergé ne s'est pas posé de questions. Hubble fait ça. Le gars, il fait ça, quoi. Il a reproduit, y compris le geste. Alors, regardez dans les mains de l'ingénieur, il y a une espèce d'objet avec un petit crochet. C'est exactement le truc qu'a Hubble dans sa main. Le crochet, c'est pour poser ce qu'on appelle la raquette. La raquette, c'est une boîte. Maintenant, c'est tout à fait comme ça que ça marche, mais c'est une boîte dans laquelle on peut, avec des boutons, jouer sur la vitesse des moteurs qui font bouger le télescope. Elle est reliée au télescope avec un câble qu'on ne voit pas sur l'image, et elle a un petit crochet, comme un cintre, et boum, on l'accroche à l'endroit. Quand on n'a plus besoin, on l'accroche, on la pose. C'est exactement ce qu'il a dans la main. D'accord? Donc, il a décalqué, y compris la position de l'observateur. Et que fait Hubble? Eh bien, ce que fait Hubble, il essaie de faire une photo du ciel. Il fait une photo du ciel, c'est-à-dire, il veut, avec le gros télescope, faire une photographie, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de bouger. Il n'y a pas de bouger. Pourquoi il y aurait un bouger? Tout simplement parce que le ciel tourne autour de nous, plus exactement la Terre tourne sur elle-même, qui donne l'impression que le ciel tourne autour de nous. Et si vous n'avez pas des moteurs qui font bouger le télescope de sorte à contredire, à compenser le mouvement de rotation de la Terre, vous avez ça. Ça, c'est une photo qui est très facile à faire. Alors, il faut être, si vous voulez avoir ce fond de paysage, il faut être à un endroit qui n'est pas étanche, manifestement, mais ce n'est pas un problème. Faire une photo où on voit les étoiles qui tournent autour du pôle Nord et on voit le tout petit trait là-haut, qui est l'étoile polaire, qui est presque sur le pôle, des cercles concentriques. Vous prenez un appareil photographique, il faut qu'il ait une pose qu'on appelle la pose B, une pose qui fait que tant qu'on appuie sur le bouton, ça reste ouvert, la lumière rentre. Alors, ce n'est pas tous les appareils photo, ce n'est pas les téléphones portables, par exemple. Donc, il faut un appareil photo qui soit capable de faire ça. Vous posez l'appareil photo sur un sac de riz, sur un coussin, sur un machin, il pointe le ciel où vous voulez, vaguement vers le nord, avec un objectif qui a un bon angle, 50 mm de focale. Vous appuyez, vous tenez appuyé. Alors, habilement, il y a des systèmes qui font ça pour vous, vous n'avez pas besoin d'être votre doigt sur le bouton. Vous attendez une demi-heure et vous arrêtez. Et vous regardez la photo numérique direct avec votre appareil photo numérique, c'est direct la photo, vous avez ça. Parce que vous n'avez pas suivi le ciel qui tourne autour de la Terre, ou la Terre qui tourne sur elle-même et qui donne l'impression que le ciel tourne. Et donc, si on veut faire une photo sans bouger, où les étoiles sont nettes, eh bien, il faut que le télescope il ait un mouvement qui vienne compenser la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc ça, c'est fait par un moteur. Et puis, éventuellement, si le mouvement n'est pas parfaitement compensé, il faut pouvoir accélérer ou ralentir sur la raquette. Et puis, éventuellement, il y a un deuxième mouvement sur un deuxième axe, je passe les détails, qu'il faut compenser un petit peu, éventuellement, si votre télescope n'est pas parfaitement, si l'axe de rotation de télescope n'est pas parfaitement aligné avec celui avec l'axe de rotation de la Terre.
Bref, au final, vous vérifiez dans la lunette qu'une étoile de repère reste exactement à la croisée de fil. Il y a une croix dans l'oculaire, vous regardez, et l'étoile, là, il ne faut pas qu'elle bouge du centre. Et vous jouez sur les moteurs pour qu'elle ne bouge pas. Et vous faites ça une demi-heure. Après, vous révélez la plaque photographique. À l'époque, c'est plutôt des plaques photographiques que des appareils photonumériques. Et vous avez votre image du ciel. Donc, en fait, ce que fait l'ingénieur là, il fait comme Hubble. Donc, il est en train de prendre une photo. En réalité, Hubble, est-ce qu'il est vraiment en train de prendre une photo sur cette image que l'on voit, sur cette image-là? Sûrement pas. Parce qu'il est en train de photographier des étoiles, du ciel. Probablement, il s'intéresse plutôt aux étoiles, il s'intéresse plutôt aux galaxies, des objets encore plus faibles. Et je peux vous dire que, bon, il a l'air un peu tranquille, là, genre, vous voyez, il a l'air un peu genre avec sa pipe, là, genre, je suis le chef. Mais surtout, l'intérieur de la coupole est brillamment éclairé, ce qui est une faute gravissime quand vous faites une photographie d'astronomie. La moindre lumière qui va perturber votre prise de vue, vu la faiblesse de la lumière des étoiles, et à fortiori des galaxies invisibles à l'œil nu que vous photographiez. Et donc, du coup, ce n'est pas une photo de Hubble en train de prendre une photo du ciel, c'est une photo qui montre comment Hubble fait quand il prend une photo du ciel. Donc, la photo à droite est fausse, la photo à gauche est fausse aussi, chacune pour des raisons différentes. Elles ne montrent pas ce qu'elles doivent montrer. Ce n'est pas un ingénieur qui suit une fusée, ce n'est pas un astronome qui prend une photo. C'est comme dit, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un astronome qui prend une photo, c'est l'astronome qui montre comment on prend une photo. Mais au final, vous voyez qu'il y a plein de choses à dire sur ces deux images et que Hergé a cherché à faire vrai. Et donc, ça peut être assez marrant d'essayer de voir s'il tombe juste sur plein d'autres endroits. Alors, la question, c'est à quelle heure Tintin se couche-t-il, si je veux dire, à quelle heure il découvre l'étoile mystérieuse. Alors là, la planche de l'album où on voit la constellation de la Grande Ourse, qui est en forme de casserole, et il y a ce point brillant, cette étoile brillante supplémentaire. Dès qu'on a fait un peu d'astronomie élémentaire, on apprend tout de suite à repérer la Grande Ourse. C'est une constellation qui a un mérite. La Grande Ourse, c'est une constellation circumpolaire. On va y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle ne se lève et ne se couche jamais. Elle est toujours visible dans le ciel à toute heure du jour et de la nuit. Bon, la nuit, éventuellement, on peut la voir s'il n'y a pas de nuages. Le jour, on ne peut pas la voir à cause de la lumière du jour. Mais la Grande Ourse est toujours dans le ciel. Et du coup, on apprend à repérer la Grande Ourse. Quelle que soit la nuit dans laquelle vous observez le ciel, il y a la Grande Ourse dans le ciel. Donc vous la trouvez, et à partir d'elle, vous vous en servez comme d'un repère pour repérer toutes les autres étoiles, l'étoile polaire pour aller dans la direction du nord, etc., etc. Donc dès qu'on fait un peu d'astronomie, on sait la Grande Ourse. Donc Tintin, qui est très savant, doit savoir où est la Grande Ourse. Et c'est immédiat, quand on voit un astre de cette luminosité dans la Grande Ourse, c'est immédiat. Il n'y a pas besoin d'être un grand astronome. Donc c'est une découverte très facile à faire, pourvu qu'elle se présente à vos yeux, évidemment. Mais c'est évident, il n'y a pas de complexité particulière dès qu'on connaît la forme de la Grande Ourse. Alors ça ressemble beaucoup à une situation qui s'est produite en 1572, quand un astronome danois qui s'appelle Tycho Brahe a observé pour la première fois une étoile nouvelle. Ça veut dire à une époque où on pensait que les étoiles ne pouvaient ni apparaître ni disparaître. On était dans une vision aristotélicienne du monde, où les étoiles étaient éternelles, incréées, etc. Et donc les étoiles ne pouvaient ni apparaître ni disparaître. Et là, il y a une étoile nouvelle qui apparaît dans le ciel. Alors je peux vous dire, ça secoue quand même un peu le monde. Bon, c'est faire fi de toutes les observations qui avaient été faites par les astronomes arabes et chinois quelques siècles avant, d'autres astres nouveaux, des étoiles nouvelles, mais complètement ignorées en Occident, pas du tout vues ou ignorées. Tycho Brahe, lui, un astronome, voit ça et il repère immédiatement dans la constellation de Cassiopée. Vous voyez, en haut, là, il y a ici, là, il y a cette espèce de M, là, on la voit plus volontiers à l'envers comme un W, c'est la constellation de Cassiopée. Et juste en dessous, on voit l'étoile nouvelle. Vous voyez, c'est Tintin en 1572, c'est la même chose. Sauf que là, c'est réel. C'est une étoile nouvelle qui apparaît dans le ciel, très brillante, qui est même visible en plein jour pendant quelques jours. Et ensuite, la luminosité diminue, puis elle disparaît. En fait, ce qu'a vu Tycho Brahe, on ne va pas y revenir, mais ce qu'a vu Tycho Brahe, ce n'est pas une étoile nouvelle, c'est une étoile de moins. Il a assisté à la mort d'une étoile par explosion qu'on appelle une supernova. Et donc Tintin, on pourrait s'interroger aussi, alors je peux leur raconter des plombes là-dessus, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, sur la nature de l'étoile mystérieuse. Bon, dans l'album, on apprend que c'est un aérolithe, un météorite, un gros caillou qui tombe et qui arrive sur Terre. Mais on peut se demander, si en voyant ça, est-ce qu'on peut, juste avec cette image-là, déduire la nature de l'étoile mystérieuse? Ça pourrait ressembler aussi à une supernova. Alors je disais, la Grande Ourse, alors sur cette image, la Grande Ourse, vous la voyez, elle est ici, elle est, bon, mon bon, on voit pas, enfin vous voyez, elle est là, elle est verticale là, entre le nord et le nord-est. Et puis si on regarde le ciel qui défile, si on fait tourner le temps qui défile, si on fait tourner le ciel, eh bien, la Grande Ourse, elle est dans le ciel. On voit à droite la constellation, on voit d'ailleurs Cassiopée qui est juste en bas, tout en haut qui est un peu disparu, on voit la constellation du Bouvier, il y a la petite ourse qui est au centre. Et puis l'étoile polaire, tout le ciel semble tourner autour de l'étoile polaire, qui est quasiment confondue avec le pôle nord céleste. Et la Grande Ourse, vous voyez, elle est encore au-dessus du ciel. Elle est toujours restée au-dessus de l'horizon. Donc, alors c'est pour une latitude moyenne en France à 45 degrés. Elle est toujours restée au-dessus de l'horizon, sous nos latitudes. Si on était à l'équateur, ce ne serait pas le cas. Donc la Grande Ourse, on peut donc la voir comme une sorte d'aiguille d'une montre à une seule aiguille,
qui fait un tour en combien de temps? Pas 24 heures, parce que 24 heures, c'est un tour par rapport au Soleil. Donc c'est un tour en 23h56 minutes. Vous avez presque bon, mais il y a une toute petite différence. C'est souvent on confond, parce que on confond la rotation par rapport au Soleil. Le Soleil revient dans la même direction, dans la direction du sud. Il faut 24 heures pour ça. Mais une étoile lointaine revient dans la même direction. Il ne faut que 23h56 minutes. La raison en est que la Terre tourne autour du Soleil et que dans les 23h56 minutes, elle s'est un petit peu déplacée. Et il faut qu'elle avance encore un petit peu pour retrouver le Soleil dans la position de la veille. D'accord ? Donc il y a ce petit plot twist, je veux dire, le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc 23h56 minutes. Donc on a une aiguille qui fait un tour en 23h56 minutes. Et le Soleil, nos montres, elles font un tour en 24 heures, parce que nous, on est fondé sur l'heure solaire. Donc il y a un décalage de 4 minutes par jour. Donc ça veut dire que quand vous avez l'aiguille unique de la montre Grand Ours qui dans une direction, ça ne vous donne pas l'heure, parce que ça se décale de 4 minutes tous les jours. Ça vous donne un mélange entre le jour et l'heure. Si vous connaissez le jour et vous voyez la Grande Ourse, vous connaissez l'heure. Si vous connaissez l'heure et vous voyez la Grande Ourse, vous connaissez le jour. D'accord ? Il y a 3 informations mélangées, la position de la Grande Ourse, l'heure et le jour. Et de ces 3 informations, si vous en connaissez 2, vous déduisez la 3e information. D'ailleurs, il y a un petit instrument, ça peut intéresser le jeune homme s'il s'intéresse à l'astronomie, ça s'appelle la Nocturlab. On peut comme ça mesurer l'heure la nuit en connaissant le jour. Si tu sais qu'on est le 18 avril, tu mets ton instrument, tu fais ce qu'il faut pour 18 avril, et après tu pointes ton instrument en regardant, il y a un trou au centre, ça se fait, c'est du papier, tu imprimes Nocturlab, tu trouves sur Internet, tu imprimes, tu mets sur un bout de carton, tu regardes le truc, et après tu tournes pour que la position de la Grande Ourse soit telle que tu la vois dans le ciel. Alors, si elle est à l'envers, tu tournes, que ça soit à l'envers. Ça. Et puis, il y a une graduation qui dédie l'heure qu'il est pour que la Grande Ourse, ce jour-là, soit dans cette position-là. Ça te donne une idée de l'heure, c'est pas super précis. Hein. C'est pas la minute près, bien sûr. Mais ça donne une idée de l'heure. Et c'est comme ça qu'on va procéder. On va faire comme avec Nocturlab. Sauf que moi, j'utilise plutôt un logiciel qui s'appelle Stellarium, qu'on peut télécharger gratuitement sur stellarium.org. C'est un logiciel d'astronomie, de planétarium absolument génial sur toutes les plateformes, y compris les téléphones portables, enfin tout, c'est un truc dément. Et donc, sur Stellarium, on peut se dire... voilà ce qu'on va faire. On va choisir l'heure. On va dire, par exemple, il est 21h. Je n'en sais rien, mais c'est une hypothèse. Il est 21h. Je suppose que Tintin est en Belgique, mettons à Bruxelles, mais si c'est à Liège, ça ne change pas grand-chose, parce que les différences de latitude sont... La Belgique, ça reste un petit pays en extension, au sens de l'extension en latitude, hein, grand pays par l'esprit et par les moules et les frites, et la bière, mais... En extension de latitude, c'est pas comme le Chili, si vous voulez, qui fait 2000 km de long. Donc là, c'est plus la même chose. Il faut savoir, si vous êtes à Santiago ou si vous êtes en terre de feu, c'est pas la même chose pour la latitude. Bon, le Brésil, la Belgique, hein, vous êtes à Liège, vous êtes à Mouscron, vous êtes à Bruxelles, à peu près pareil la latitude. Et vous vous dites, je suis à Bruxelles, il est 21h, et vous jouez avec le logiciel pour trouver le jour. Alors, vous tombez jamais un jour près, parce que il y a toujours une petite incertitude de position quand on compare l'album, mais vous trouvez une gamme de jours qui se trouve être mi-septembre, où la Grande Ourse a la position que Tintin constate dans le ciel. Donc, si vous disiez 22h, on recommence, ça change la date. Vous dites 23h, on change la date. Alors, évidemment, il y a plein de solutions possibles. C'est ce mélange. Je prends la position de la Grande Ourse et ça me donne une combinaison d'heures et de jours variés. Et pas avec une grande précision, mais à une heure donnée, 21h, ça me donne quelques jours autour de mi-septembre, par exemple. Alors, on va partir de cette hypothèse-là, on va voir jusqu'où on peut la pousser et voir si elle est cohérente avec le reste de l'histoire. Alors, il est donc, si on suppose qu'il est 21h, alors on est aux environs de mi-septembre. Bien. Alors ensuite, on nous dit dans l'album qu'il voit l'aérolite tomber près du Cap Maurice. Le Cap Maurice, c'est au sommet, c'est tout au nord, là, c'est tout au nord du Groenland. 84 degrés de latitude nord. On peut même faire une enquête de navigation dans l'album, c'est-à-dire qu'on n'a même pas beaucoup de connaissances maritimes, pour savoir où est tombé l'aérolite, parce que le bateau, il nous dit qu'il fait des trucs. Donc on sait ce qui se passe. Le bateau, on sait qu'il est parti... probablement d'Anvers, mais enfin si c'est pas Anvers, c'est un port à côté, c'est pareil, ça change pas beaucoup la distance à parcourir. On sait que le navire a été en Islande, il a mis du pétrole dans le lit, il avait du pétrole, enfin on lui a refusé au départ, puis après il ruse et il trouve du pétrole pour mettre dans le navire en Islande, au port d'Akureyri, au nord de l'Islande. Et puis ensuite il va vers le haut, et puis l'enquête de navigation, il aboutit à ce que l'aérolite est dans une région qui est 84 degrés nord de latitude, donc comme le Cap Maurice, effectivement, et 20 degrés est. Voilà où il est tombé dans cette zone-là. Il a dû tomber, l'aérolite. Alors, le bateau qui fait ça, et on nous dit sa vitesse, il fait 16 nœuds, c'est dit dans l'album. Et puis, en estimant la distance, alors là, j'ai fait un dessin comme ça, là, j'ai fait ça vite fait. Enfin,
un ordre de grandeur de la distance avec 16 nœuds de vitesse. Les nœuds, c'est des milles par heure, enfin des milles nautiques par heure. Le mille nautique, c'est 1/60 de degré de méridien. Le degré de méridien, c'est son... Enfin, vous voyez, ça commence à pas rigoler. C'est-à-dire qu'il faut jouer un peu avec ces valeurs. Je fais ça pour impressionner l'assistance, mais il y a des petits calculs à faire et à jouer avec tout ça, comprendre ce que ça veut dire pour faire tous les petits calculs proprement, mais s'ils ne sont pas très compliqués, c'est de l'ordre de la règle de 3, typiquement, mais il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. On peut estimer qu'il faut une dizaine de jours, au bas mot, peut-être 15, pour arriver sur place. D'autant plus qu'ils ont été détournés, vous vous rappelez, dans l'album, il y a des méchants qui leur disent, je sais pas quoi, un truc, et hop, ils font un détour, et puis ils reviennent. Bon, au final, ils ont peut-être mis 10 à 14 jours, 10 jours à 2 semaines maximum, peut-être, pour aller sur place. Et dans l'album, on nous dit qu'ils partent 3 mois plus tard. Donc, ils partent 3 mois plus tard. Donc, ils découvrent mi-septembre, si notre hypothèse de 21 heures est bonne, ils découvrent mi-septembre, ils partent 3 mois plus tard, et ils mettent 15 jours pour y aller. Donc, septembre, mi-octobre, mi-novembre, mi-décembre, plus 15 jours. Bon, ils arrivent quelque part fin décembre. Hein, c'est pas la date précise, mais genre fin décembre. Ils arrivent au pôle Nord, pas tout à fait, 84, le pôle Nord c'est 90, mais 84 c'est très 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 au nord, en mi-décembre. Bon alors il devrait y avoir plein d'éléments factuels qui nous disent est-ce qu'ils sont vraiment mi-décembre au pôle Nord. Alors il y en a tout un tas, ils arrivent, l'eau elle est libre, ils sont en eau libre, hein, ils ne sont pas dans une banquise. Hein. À 84 de latitude nord, fin décembre, je peux vous dire, la banquise, il y en a, quoi. Bon, mais il y a surtout un autre truc astronomique, c'est tout simplement regarder ce qui se passe. La Terre, l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à son plan orbital, ce qui fait que aux alentours du solstice d'été, le 21 juin, eh bien, le pôle Nord est dans la nuit, dans le jour perpétuel. Il fait toujours jour. Par contre, au 21 décembre, autour de Noël, fin décembre, là, comme on vient de le déduire, c'est dans la nuit perpétuelle. Hein. Le cercle là-haut, là, le premier pointillé qui est ici, ce cercle-là, c'est le cercle polaire. Là, il y a 23 degrés de là à là. 23 degrés. Nous, on est à 84 degrés, donc on est, vous voyez, je ne sais pas, par là, quoi. Donc c'est vraiment très près du pôle Nord. Ils sont vraiment très près du pôle Nord. Ils devraient faire nuit tout le temps s'ils arrivent fin décembre. Si une 21 heures, c'est bon. Alors c'est mi-septembre, 3 mois et demi, tac, c'est fin décembre. Ils devraient faire nuit. Crac, il fait jour. Donc on a faux. Et ça marche comme ça en science. On fait des déductions, puis à la fin on arrive, on dit mais je regarde, c'est n'importe quoi. Ça marche pas. Ah ben c'est bon, maintenant j'ai pigé l'idée. Du coup maintenant on va réfléchir mieux. On va dire ah oui, mais au lieu de supposer l'heure et puis de bricoler, on va essayer de déterminer à quel moment ils peuvent arriver à l'aérolite et on va remonter dans le temps. On va plutôt partir comme ça on aura la bonne réponse directe. Alors quel moment ça peut être? Eh bien là on voit qu'il fait jour et puis ensuite Tintin dort et il fait nuit ou nuit claire. Le soleil est élevé et il s'est couché. On a une période au voisinage du pôle Nord où le soleil se lève et se couche. Alors, les zones qui sont en blanche, là, c'est la période de l'année où, à 84 degrés de latitude nord, le soleil ne se couche jamais. Le soleil du minuit. Si on est pile au pôle Nord, 6 mois de l'année, le soleil est levé, 6 mois de l'année, il est couché. Il se lève, le soleil se lève le jour de l'équinoxe de printemps, le 21 mars, et il se couche le jour de l'équinoxe d'automne, le 21 septembre. Il se lève une fois, il se couche une fois dans l'année quand on est pile au pôle Nord. Là, on est un petit peu en dessous, donc il se lève, il se couche, et puis il y a une partie de nuit polaire autour du solstice d'hiver. Bref, il y a une période autour du 21 mars et autour du 21 septembre où le soleil se lève et se couche. Donc en réalité, Tintin il est arrivé au pôle Nord au voisinage d'un des équinoxes, soit de printemps, soit d'automne. Alors on peut même jouer un peu pour essayer de resserrer un peu l'intervalle de date en se disant, bon là, manifestement c'est l'heure du repas, c'est la cloche du péri, donc ils vont bouffer, lui il sort son casse-dalle. Bon, je ne sais pas quelle heure il est, 19h, 20h, vous choisissez. Moi, j'ai pris 19h, il doit avoir faim, il a pris de l'hydravion, bon, bref, il fait froid. Si c'est 19h, ça resserre un petit peu, parce qu'il y a une partie de cet intervalle où le soleil se lève et se couche, où le soleil est déjà couché à 19h, alors que là, il est encore dans le ciel. Le ciel est assez clair, on peut imaginer que le soleil n'est pas... il est encore peut-être bas sur l'horizon, mais il n'est pas couché. Donc au final, on est vraiment, Tintin, on va dire, en chiffre rond, en première approximation, il est là-bas, soit l'équinoxe de printemps, soit l'équinoxe d'automne. Et un peu autour. Alors, si c'est l'équinoxe de printemps, bah regardez, là, si c'est ici... non, c'est là, celui-là. Si c'est ici, alors je vais me mettre dans ce sens-là. Si on est ici, il arrive à l'équinoxe de printemps. S'il faut compter un demi-mois, et puis encore un, et puis encore un, et puis encore un de l'autre côté, c'est début décembre. Il est parti début décembre pour arriver à l'équinoxe de printemps. Et donc après, on se dit, on est donc début décembre, la découverte. À quelle heure, début décembre à Bruxelles, est-ce qu'on voit la grande ours avec cette position dans le ciel ? 14h30. Problème. Ça ne marche pas. 14h30, d'abord, début décembre à Bruxelles, on ne voit pas la grande ours. D'abord, on ne voit pas le ciel. Il y a des nuages, sans faire injure aux Belges. Et ensuite, typiquement, 14h30, on ne verra pas la grande ours de toute façon.
Bon, donc ça ne peut pas être l'équinoxe de printemps. Et si on fait la même chose avec l'équinoxe d'automne, alors là c'est plus simple parce que regardez, enfin c'est plus simple, ça donne une autre solution. Là on est à peu près fin septembre, on prend 15 jours, et puis 1, et puis 2, et puis 3, on arrive quelque part début juin. Donc on se dit début juin, la 2 premières semaines, les 10 ou 15 premiers jours de juin, on essaie de jouer avec l'heure pour que ça se passe bien pour la grande ours en se mettant vers le 7, 8, 9, 10 juin. On regarde ce qui se passe et on trouve 3 heures du matin. Environ, c'est pas pile 3 heures du matin. Et là, ça colle. On peut observer, bon, il faut qu'il fasse beau à Bruxelles début juin, mais ça c'est bon, c'est bientôt l'été, il fait beau, tout ça, ça va bien. Donc finalement, la conclusion de cette enquête, après tous ces errements, on a trouvé une ligne, c'est faux, on revient, on modifie, on fait tout un raisonnement qui revient jusqu'à aboutir à une conclusion qui est cohérente entre ce qu'on sait de l'astronomie et ce qu'on voit de l'album, et qui est parfaitement cohérente, qui répond à toutes les questions. Et ça veut dire que Tintin a découvert début juin, on va dire dans les 10 premiers jours de juin, à peu près vers 3 heures du matin. Ça ne donne pas l'heure à la minute près, mais à peu près vers 3 heures du matin. Bon, alors évidemment, comme souvent en science, quand on a une réponse à une question, il y a toujours tout un tas de questions qui arrivent derrière, évidemment. Par exemple, que fait Tintin dehors à 3 heures du matin en début juin, hein? Tintin, c'est un petit garçon, tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'il fout dehors? Bon, ça, c'est un autre problème. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais donc, vous voyez, on peut mener cette enquête et déterminer avec une façon plausible, avec un argument très concret d'astronomie vérifiable. Vous pouvez recommencer les calculs derrière, etc. Et vous allez aboutir à des réponses qui vont être voisines des miennes. Et on va un peu apprécier différemment l'inclinaison de la grande ours. Ça va jouer, mais à la marge. Mais essentiellement, vous allez trouver quelque chose qui est début juin, vers 3 heures du matin pour la réponse. Les autres réponses étant impossibles, étant non cohérentes avec l'histoire. Alors maintenant, on va passer un peu à Star Wars. Alors Star Wars, il y a la fameuse planète Tatooine où on voit 2 soleils. Donc ça, est-ce que ça peut marcher 2 soleils? Alors la réponse est oui. La réponse est oui parce que on pense qu'à peu près 60% des planètes de notre système solaire, des planètes de notre galaxie, la Voie lactée, sont des systèmes binaires à 2 étoiles. On connaît maintenant, on connaît aussi des planètes dans ces systèmes binaires. Il y a plus de 5000 exoplanètes qu'on a découvertes avec certitude, enfin on sait qu'elles sont là. Et il y en a un certain nombre, j'ai oublié la fraction, mais qui sont dans des systèmes binaires. Donc, qu'il y ait une planète autour de 2 soleils, ça marche. Il n'y a pas de problème particulier. Alors, la planète ne peut pas avoir n'importe quel type d'orbite, parce qu'il y a plein d'orbites qui sont instables. Quand il y a un seul soleil, c'est facile. Il y a le soleil au centre, c'est le boss, et tous les autres trucs, toutes les poussières tournent autour. Nous, la poussière Terre, on tourne autour. Donc c'est assez tranquille. Les poussières se perturbent un peu entre elles. Il y a une grosse poussière qui s'appelle Jupiter, qui est 100 fois plus massive que 100 fois plus massif que la Terre, 330, pas 100 fois, 330 fois plus massif que la Terre, et qui perturbe un peu la Terre, mais très légèrement, très légèrement, mais bon. Et puis il y a les autres, Saturne, etc. Alors, ce qu'on peut se demander, donc là, oui, s'il y avait 2 soleils, c'est quoi les orbites stables? Il y a 2 possibilités, soit on tourne autour d'une des 2 étoiles, mais vraiment proche d'une des 2 étoiles. Bon, c'est pas très bon pour le moral, ça, parce que trop proche d'une étoile, il fait un peu chaud. Bon, sur Tatooine, il fait chaud. Voilà, il ferait vraiment chaud quand on est vraiment proche. Ces 2 étoiles, telles qu'on les voit dans le ciel, on a l'impression de voir notre soleil. Notre soleil, quand il est rouge en bas, en train de se coucher, et notre soleil, tel qu'il est, un peu avant de se coucher. On a l'impression que les 2 étoiles de Tatooine, c'est 2 fois notre soleil. Un peu comme le système d'Alpha du Centaure. C'est une étoile double qui existe vraiment, qui sert de cadre d'ailleurs au film Avatar. Et la planète Pandora tourne dans le système d'Alpha du Centaure. Il y a 2 soleils, il y en a un qui est un peu plus brillant et l'autre qui est un peu moins brillant que notre soleil. Donc ça pourrait être, voilà. Alors, soit on tourne autour de l'un ou autour de l'autre, c'est un peu trop proche, malheureusement trop chaud. Alors on peut imaginer aussi tourner autour des 2 à la fois, assez lointain autour des 2 à la fois. Il y a plein d'autres orbites, mais qui sont instables et la planète est éjectée du système. Alors on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'on peut déterminer l'orbite de Tatooine? La réponse est oui, enfin déterminer. Se faire une idée de l'orbite de Tatooine. Alors j'ai donné quelques arguments là, mais les soleils sont assez proches angulairement dans le ciel. Donc ça veut dire c'est plausible qu'on tourne autour des 2 à la fois. Parce que si on tournait autour de l'un, on en verrait un très gros dans le ciel, s'ils sont à peu près identiques, et puis l'autre qui serait plus petit, parce qu'il serait plus lointain. Là, on voit 2 soleils qui ont des tailles apparentes voisines, ces étoiles qui ont l'air de se ressembler, et probablement on tourne autour des 2 à la fois. Si c'est 2 fois notre soleil, pour recevoir le même flux lumineux, il faut être 1,4 fois plus loin de ces 2 soleils que l'est notre planète Terre, de notre soleil à nous. Donc c'est à cette distance-là, on reçoit à peu près le même flux lumineux. Si on est un petit peu plus près, que c'est 1,4 fois, ça veut dire qu'on a un peu chaud, et Tatooine est une planète désertique, donc ça marche. Bon, évidemment, il y aura des effets de marée un peu subtils, il va se passer plein de choses bizarres, mais c'est possible. C'est pas du tout délirant, cette planète-là, elle est plausible, disons, à défaut d'être parfaite, elle est plausible. Alors elle n'est pas parfaite parce que regardez, si cette scène a été tournée sur Tatooine, ça c'est... Vous
voyez, je fais l'hypothèse que ce film est un documentaire, hein, pas un film. Si ce film est un documentaire, c'est quoi le problème sur cette image? Si c'est réputé être tourné sur Tatooine qui a 2 soleils, il n'y a qu'une seule ombre. D'accord? Les personnages n'ont qu'une seule ombre. Donc ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une erreur. C'est là on voit quand même que c'est fake news, ce film. Et donc, en revanche, maintenant, on dit, ah oui, non, mais bien sûr, c'est un film. J'ai bien compris, d'accord. C'est pas un documentaire. Ok, d'accord. C'est un film. Alors, si c'est un film, est-ce qu'il a pu être tourné à Étampes? Alors, ne me répondez pas, non, parce qu'à Étampes, il n'y a pas... Non, on s'en fout, ça peut être un décor artificiel. Hein, je veux dire, est-ce que ce film, il y a des éléments, alors évidemment astronomiques, qui permettent de dire que c'est impossible que ce film ait été tourné à Étampes? Impossible. Alors, la raison, c'est l'ombre. Encore une fois, il y a une seule ombre. Bon, ça tombe bien à Étampes, il y a un seul soleil, une seule ombre, tout va bien. Oui, mais regardez où est l'ombre. Elle est vraiment littéralement sous les pieds de la personne. Hein. On le voit sous le robot. L'ombre, elle est sous les pieds. Quand il y a une ombre, en général, elle démarre sous les pieds, mais elle est un peu longue. Là, mon ombre, évidemment, c'est pas le soleil. Mais enfin, j'ai une ombre qui est un peu longue, quoi. Pour que l'ombre soit sous les pieds, il faut que le soleil soit au-dessus de la tête, au zénith. On a tendance à dire dans la vie courante, le soleil est à son zénith. Non, le soleil n'est pas à son zénith, le soleil culmine. Il est au plus haut dans le ciel pour le lieu où je l'observe. Ça s'appelle le midi solaire. À ce moment-là, on l'appelle le midi solaire. Quand le soleil est au plus haut dans le ciel, et après il se couche. Il se lève jusqu'à culminer, et ensuite, il se couche. Il ne fait que sa hauteur au-dessus de l'horizon ne fait que baisser. Donc le soleil est au zénith, ça veut dire vertical au-dessus de ma tête. Ça n'arrive que dans pas tous les endroits du monde. Pas à Étampes. Pas en France en général d'ailleurs. En fait, ça n'arrive que dans les endroits qui sont dans la bande intertropicale. Il faut être entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, autour de l'équateur, on va dire ça autrement. D'accord ? Donc ça, on sait que ça a été tourné autour de l'équateur, c'est certain. Alors si maintenant vous dégagez tous les océans, vous dégagez tous les trucs où il y a la forêt vierge, l'Amazonie, tous ces machins-là, à la fin, il ne vous reste pas grand-chose comme lieu de tournage. Il vous reste le Maghreb. Ben, ça tombe bien, ça a été tourné à Tataouine au Maroc. Je n'ai pas déterminé, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai déterminé le lieu de tournage, mais je vais déterminer des lieux plausibles de tournage. Vous voyez un peu l'idée du temple solaire où je peux mettre mon doigt dessus. Là, pour le temple solaire, je peux mettre mon doigt dessus. Là, il est là, sur la carte. Là, je ne peux pas dire c'est là qu'ils ont tourné. Mais il y a des endroits où c'est possible et il y a plein d'endroits où c'est impossible. A priori, ça peut être tourné n'importe où à la surface de la Terre, sur n'importe quel continent, y compris si c'est un décor artificiel. Mais si on fait l'hypothèse, 1, que c'est un décor naturel, et que 2, on constate, et là, ce n'est pas une hypothèse, on constate que l'ombre est sous les pieds, alors ça réduit considérablement le nombre d'endroits où ça peut être tourné. Le nombre de la surface des kilomètres carrés où on a pu tourner ces images-là. Vous voyez, donc l'astronomie, c'est une enquête, c'est un moyen d'enquête extrêmement puissant. S'il y a des gens dans la salle qui veulent trahir leur conjoint en essayant de leur faire croire qu'ils vont faire de l'astronomie, oui, j'ai été faire de l'astronomie, j'ai été observé toute la nuit. La belle Vénus. Vous notez bien qu'il y aura des esprits qui vont se dire qui c'est Vénus? Non, mais c'est une planète. Je l'ai vue d'ailleurs, elle s'est levée cette nuit à 4 h du matin. Putain, dites ça, vous allez voir. Si la personne à qui vous racontez ces balivernes va vérifier sur Stellarium aujourd'hui ou hier soir à quelle heure s'est levée Vénus, et constater d'ailleurs que Vénus ne peut pas se lever à 4 h du matin parce qu'elle n'est jamais très loin du Soleil. Donc elle se lève un tout petit peu avant le Soleil, elle se couche un tout petit peu après le Soleil en général, vous allez vous faire défoncer, quoi. Donc le seul moyen de mentir sur de l'astronomie, c'est d'observer le ciel tel que vous le voulez le décrire, et vous le décrivez. Vous prenez des notes, vous dites oui, il y a Vénus, il y a nan, et vous allez raconter ça. Là, vous ne ferez pas d'erreur. Si vous essayez d'inventer un ciel, vous avez toutes les chances de dire des bêtises. Toutes les chances de dire des bêtises. Et ça, c'est vrai, par exemple, il y a un texte de... Comment il s'appelle celui de la chèvre de M. Seguin. Alphonse Daudet, merci. Alphonse Daudet, et qui raconte les émois d'un jeune berger, d'une jeune bergère dans les champs, dans les alpages pendant l'été. Et le jeune berger décrit, oui, devant moi, la magnifique constellation d'Orion. Jeune berger, je comprends que tu as envie de faire le frimeur, mais Orion, c'est une constellation qu'on observe que dans les mois d'hiver, pas en été. Donc non. Voilà. Donc si la bergère était furieuse d'astronomie, elle lui met 2 claques, elle dit t'es un guignol, t'essaies de me rouler. Enfin, elle peut le comprendre sans ça, mais disons qu'éventuellement, voilà. Donc l'astronomie, c'est vraiment un moyen d'investigation très puissant. Sachez par exemple que l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui est le nouveau nom depuis une vingtaine d'années de Bureau des longitudes, qui s'occupe de la mécanique céleste en France, des éphémérides astronomiques, etc. en France, des éphémérides nautiques aussi en France, eh bien, reçoit tous les mois plusieurs demandes d'astronomie judiciaire, de datation par des éléments astronomiques.
Donc, il y a quelqu'un qui a, je sais pas quoi, qui a vu un truc bizarre ou un meurtre, enfin, j'en sais rien, et qui avait été témoin de quelque chose qui est rapporté. On lui demande, alors, c'était à quelle heure? Il dit, ben, j'en sais rien, j'étais en pyjama avec mon chien et j'avais pas ma montre et j'avais pas mon téléphone. Enfin, j'ai pas mon téléphone portable, maintenant c'est plus rare. Mais enfin, j'avais rien, mais je me rappelle très bien, il y avait la lune qui était au-dessus de la cheminée là-bas. Bon, bah alors on va sur le lieu, on regarde, c'était là, latitude, longitude, heure, enfin heure on la connaît pas, jour. À quelle heure la Lune elle est dans cette direction-là? Ça se calcule, boum, on trouve l'heure. Donc il y a plusieurs fois par mois, on demande des éléments de vérification d'astronomie judiciaire, comme ça, enfin pour confirmer ou pour même des fois trouver tout simplement une indication horaire, une datation par des éléments astronomiques. Alors, autre astre intéressant dans Star Wars, c'est cette planète Mustafar. Là, on fait plutôt de la planétologie. Mustafar, c'est la planète, vous savez, la planète de lave, là où il y a des volcans de lave, des éruptions incroyables. Les deux Jedi se battent, là, Obi-Wan Kenobi et l'autre, qui va devenir le méchant, Anakin, merci, voilà. On est les professionnels des Star Wars. Merci. Ils se battent, bref. Bon, une planète de l'enfer. Alors, est-ce que cette planète-là, c'est une planète plausible? Bon, on peut douter, s'il y a toutes ces émanations volcaniques, qu'on puisse respirer un air plausible sur une planète comme ça. Bon, ça, c'est un détail qui a son importance, mais oublions-le. Est-ce qu'une planète qui a cette gueule-là, c'est possible? Là, on la voit vue de l'espace. Alors, tout à fait, il y a au moins deux hypothèses possibles pour ça. La première, c'est une planète en train de finir sa formation. Les planètes se forment par agrégation de matière gravitationnelle, donc c'est l'attraction de la matière pour la planète, la matière, la gravitation qui collecte les objets les uns aux autres dans le disque de matière qui prévaut au moment où notre Soleil s'est formé. Il y avait un disque qu'on appelle protoplanétaire, à l'intérieur duquel sont formées les planètes, et puis il y a quelques débris qui sont restés, les astéroïdes, et puis loin là-bas, des comètes et des objets qu'on appelait transneptuniens. Et puis sont formées les planètes, Mercure, Vénus, etc., la Terre, etc. Mais au début de la formation, cette agrégation se fait par collision successive, la matière formée, la matière initiale, et elle n'est pas froide. Il n'y a pas les océans, et la Terre, elle n'arrive pas toute armée de sa formation. Non, elle arrive comme un bloc de matière, pour le moment mou, voire liquide pour partie, et chaude. Elle se refroidit, la croûte se solidifie, ça forme la croûte, et puis il y a encore après un autre événement qui s'appelle le bombardement tardif, où arrivent aussi d'autres astres qui sont dans le système solaire, mais qui finissent par être ramassés au fil des millions d'années, des astres qui sont par exemple des noyaux cométaires qui amènent ce qui formera plus tard l'hydrosphère, enfin les océans de la Terre, et puis il y a du dégazage aussi de la matière terrestre qui forme l'atmosphère. Donc cette planète peut être formée, ça pourrait être ça, une planète en train de finir sa formation. Autre possibilité, qui est aussi spectaculaire, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça, cet objet, c'est Io, un satellite de Jupiter. C'est un satellite de Jupiter qui a l'originalité d'être le seul endroit du système solaire, à part la Terre, à avoir des éruptions volcaniques de roches liquides. Parce qu'il y a des éruptions de volcans, on pourrait appeler ça volcan, sur d'autres astres, mais ça s'appelle du cryovolcanisme. Dans des endroits où il fait moins de 240 degrés Celsius, l'eau liquide, c'est très chaud. Et on a des éruptions d'eau liquide, sur Encelade, par exemple, un satellite de Saturne. On appelle ça cryovolcanisme. Là, ce n'est pas du cryovolcanisme, c'est vraiment de la roche liquide. Et on le voit très bien ici sur cette image. Il y a le petit point là, ici, là. Il y a ça, là, violet ici. Et au centre, ici. Et puis on les voit représentés ici, là, la partie sur le côté, sur le limbe, et la partie centrale. Là, on voit très très bien l'ombre le nuage de poussière absorbant, l'ombre du nuage de poussière, on voit même ici que c'est un peu rouge, ça c'est comme la lumière du soleil qui traverse une forte épaisseur atmosphérique à son coucher et qui apparaît rougie par la traversée des poussières qui diffusent beaucoup la lumière rouge, la lumière bleue, et donc la lumière s'appauvrit en bleu, devient rouge. Donc là on voit deux magnifiques éruptions volcaniques, il y a je ne sais plus combien, plusieurs dizaines de volcans actifs sur Io et qui sont suivis, on voit très bien ce qui se passe, et des éruptions assez régulières. Alors pourquoi il y a du volcanisme sur Io? Parce que Io est un satellite d'une planète géante qui est Jupiter, et les forces de marée de Jupiter, les marées de Jupiter sur Io sont si considérables qu'elles écrabouillent littéralement Io. Les forces de marée de la Lune sur la Terre, ça déforme les océans de manière manifeste et c'est responsable des marées. Bien. Mais il y a aussi des marées continentales. Il n'y a pas que les océans qui sont déformés par la présence de la Lune, et du Soleil d'ailleurs. Les marées solaires, c'est à peu près, si l'ensemble des marées, on appelle ça 1, le Soleil, c'est 1 tiers, et la Lune, c'est 2 tiers. Donc le marée solaire, s'il n'y avait pas la Lune, il y aurait quand même des marées sur Terre. Moins intenses, 2 fois moins intenses, mais il y aurait des marées sur Terre. Et donc, 3 fois moins intenses, mais les marées solaires sont 2 fois moins intenses que celles de la Lune. Et donc, ça déforme les océans, mais ça déforme aussi la croûte terrestre. Ça veut dire qu'à Étampes, si vous preniez des mesures précises, vous pourriez vous rendre compte que la marée est haute à Étampes, quand toute la croûte continentale se soulève sous l'influence de la Lune. Pas de beaucoup, hein, c'est une trentaine de centimètres. Enfin,
Ça se mesure. Il y a un labo, encore à Bruxelles, les Belges, encore une fois, qui mesurent ça très bien, qui sont des grands spécialistes mondiaux des marées continentales, des marées de croûte. Ça soulève la croûte terrestre, pas beaucoup, parce que c'est évidemment sensiblement plus rigide que ne le sont les océans. À l'inverse, il y a la Terre exerce aussi sur la Lune des forces de marée, et ces forces de marée déforment la croûte de la Lune. Maintenant, les forces de marée sont statiques, puisque la Lune, elle tourne, nous présente toujours la même face, mais pendant très longtemps, la Lune a été écrabouillée par les forces de marée de la Terre, qui faisaient monter la croûte de la Lune, il n'y a pas d'océan sur la Lune, de 1 mètre. Et on voit des traces de fissures qui résultent de cet écrasement, qui résulte des marées de la Terre sur la Lune. Et bien sur Io, c'est à peu près la taille de la Lune, et ça orbite autour de Jupiter, un peu plus loin, mais en gros à la distance qui sépare la Terre de la Lune. Vous remplacez la Terre par Jupiter, vous remplacez la Terre par une planète qui est 330 fois plus massive, et vous vous demandez qu'est-ce qui arrive à la Lune. Eh bien, il arrive des misères. Cette planète-là va être littéralement écrabouillée. Les marées de Jupiter sur Io, je disais, vont écrabouiller, elles vont soulever la croûte de Io de 100 mètres, au rythme d'une période un peu moins de 2 jours. Donc, alors évidemment, c'est 1700 quelque chose ou 1800 km de diamètre. De diamètre ou de rayon? Bon, enfin, c'est gros, et vous écrabouillez de 100 mètres. On dit, c'est pas beaucoup, quoi. Non, mais ça suffit. C'est un écrase, on relâche, on écrase, on relâche, on écrase, on relâche, on écrase, on relâche, tout le temps. Comme une balle de squash. Balle de squash, on tape dedans, ça rebondit sur le mur, ça revient, on tape dedans, ça rebondit sur le mur, on revient, on tape dedans. Et balle de squash, c'est assez mou. Et quand vous avez fait du squash pendant une demi-heure, la balle, elle est chaude. Si vous n'avez jamais essayé, c'est spectaculaire. C'est vrai aussi du foot. Si on tape dans un ballon très 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 fort, très 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 souvent, le ballon il est plus chaud. Sauf que c'est moins sensible sur un ballon de foot ou sur une balle de tennis. Mais vous pouvez essayer, sur un ballon de foot, tu peux essayer. Tu tapes super fort tout le temps sur un mur, tu te mets à l'intérieur, tu tapes comme un bourrin pendant 1000 fois, pendant 1 heure, et à la fin tu te demandes si le ballon il est plus chaud. Non, elle va pas être contente, maman, à l'intérieur. Non, pas à l'intérieur, là, non, pas à l'intérieur. Mais disons, voilà, tu fais ça, ça va chauffer le ballon un petit peu. Il se trouve que quand même il va échanger avec l'extérieur, ça va le refroidir un peu, mais tu vas chauffer le ballon en tapant dedans, ça chauffe le ballon, en plus de le faire se déplacer. Et donc sur Io, voilà, on a du volcanisme sur Io. Donc on a 2 hypothèses possibles. Vous voyez que, comme souvent en science, on peut élaborer des hypothèses qui rendent compte des apparences, mais on ne sait pas trop laquelle choisir parce que on manque d'informations. Alors il se trouve qu'en faisant cette conférence il y a maintenant une dizaine d'années, quand est sorti le Blu-ray. Moi, l'image que je vous ai montrée, là, cette image-là, ça c'est l'image du DVD. Bon, alors maintenant l'image du Blu-ray, elle est là. Il y a un étudiant qui m'a dit « Non, mais dans le Blu-ray, c'est pas comme ça ». Et dans le Blu-ray, regardez, ils ont retravaillé les images et ils ont mis Mustapha en orbite autour d'une géante gazeuse. Regardez, Mustapha, on a vraiment l'impression que c'est un satellite. En dessous, il y a une planète géante gazeuse, peut-être Jupiter, qui ressemble à Jupiter, enfin un gros machin. Et donc Mustapha, c'est comme Io, c'est pas comme une planète en train de former. Et donc là, on a tranché, il y a une nouvelle observation. Finalement, ils ont bricolé dans le DVD, dans le Blu-ray. Il y a une nouvelle observation qui dit la première hypothèse n'est pas bonne, mais c'est la deuxième qui est bonne, on la garde. Et on est content. Et jusqu'à ce qu'une nouvelle observation soit nous dise ça confirme ce qu'on pensait, donc on se dit super, on n'a toujours pas tort. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, on n'a toujours pas tort. Et puis s'il y a une observation qui vient infirmer ce qu'on a pensé, on jette tout puis on recommence à trouver une meilleure hypothèse qui rend compte de toutes les observations. Voilà, et puis pour conclure, on va parler de Geonosis un peu, aussi une autre planète qui est marrante, parce qu'elle a des anneaux. Alors là on voit le vaisseau de, je ne sais plus que Boba Fett, ou Jango Fett, celui-là c'est Jango Fett, c'est dans l'épisode 2. On voit la planète Geonosis et puis ses anneaux. Alors ça, c'est repompé sur Saturne. Enfin, ça, c'est encore une fois, ils ont pris Saturne. Sauf que c'est pas Saturne. C'est les anneaux de Saturne, mais la planète, c'est une planète tellurique qui est là, c'est-à-dire avec un sol solide, alors que Saturne, c'est une géante gazeuse. Donc là, ils ont fait une sorte de Saturne, comme si la Terre avait les anneaux de Saturne. Pour la Terre, ce serait spectaculaire. Vous imaginez des anneaux dans le ciel comme ça serait assez spectaculaire. Il y aurait des tas de conséquences marrantes, mais ce serait assez spectaculaire. Alors, ces anneaux, regardez bien comme ils sont, on voit qu'on peut calculer la distance qui les sépare. Vous voyez, en unité du rayon de la planète, cette planète Geonosis, elle a l'air peut-être d'être de la taille de la Terre. En tout cas, les Jedi, ils marchent naturellement dessus. Les Jedi ne sont pas des humains, évidemment, parce que ça se passe il y a très longtemps dans une lointaine galaxie. Enfin bon, ils ressemblent à des humains. Bon, on va supposer que la planète Geonosis a une gravité qui est celle de la Terre. Donc elle doit avoir une taille qui est voisine de celle de la Terre, peut-être 6400 km de rayon. Donc vous voyez, tout de suite, en comparant au rayon de la planète, on a une idée, en rayon de la planète, quand même, la taille des anneaux. D'accord, on sait où ils sont. Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des images du film où on voit ça. Là, c'est la poursuite dans le champ d'astéroïdes, enfin, dans le champ des cailloux. Vous voyez, c'est des gros cailloux. Quand on compare le vaisseau aux cailloux, le vaisseau, il est gros. C'est un vaisseau interstellaire avec plein de matos dedans, des gros réacteurs, tout un bazar. C'est gros. Et les cailloux, ils ont de la taille du vaisseau, voire plus gros. Donc, c'est des gros cailloux. Peut-être 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres de diamètre. C'est des gros cailloux. Alors, si on compare ça aux anneaux de Saturne, c'est tout à fait différent. Les anneaux de Saturne, d'abord, c'est pas du caillou, c'est de la glace. Et les anneaux de Saturne, ça va de la poussière à les plus gros grains, ils font peut-être
quelques millimètres, 1 centimètre de taille. Ce pas des gros cailloux, c'est des toutes petites poussières minables. Ce pas des cailloux. Donc là, on a des anneaux qui sont très différents des anneaux de Saturne, et c'est du gros caillou. Mais du coup, des gros cailloux, ils tournent les uns à côté des autres. On le voit d'ailleurs dans le film, ils se tapent les uns sur les autres parfois. Donc 2 gros cailloux qui se tapent. Alors s'ils ne se tapent pas trop fort, bon, il ne se passe pas grand-chose, mais ils se tapent un tout petit peu fort, ça fait des petits cailloux. Donc 2 gros cailloux qui se cassent, ça fait plein de petits cailloux, des petits cailloux, des moyens cailloux, les moyens qui se tapent, ça fait des petits cailloux, etc. Donc on s'attend à ce que cet anneau, au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, les gros cailloux vont devenir de plus en plus petits, et ensuite, par le rythme des collisions, il y a des collisions des fois qui vont faire qu'un caillou qui était en orbite, il va tomber vers la planète, ou il va sortir et il va être éjecté. Et donc, on s'attend à ce que les anneaux, la taille typique des cailloux dans l'anneau diminue, et qu'il y ait de moins en moins d'anneaux. Il y a moins de matière dans les anneaux. Elles disparaissent petit à petit. Alors, combien de temps il faut pour ça? On ne sait pas. Ça va dépendre de combien de temps, tous les combien de temps il y a une collision, de la fréquence des collisions. Alors, cette image-là, et moi, avec la taille des anneaux, avec une image comme ça, où je peux estimer, en gros, la taille des cailloux, je peux calculer je peux estimer la fréquence des collisions. Alors, je dis, il n'y a pas de magie, c'est de la physique. Je dis estimer, je ne vous dis pas ça à la minute près, on est d'accord. On peut l'estimer, en gros, toutes les semaines. Toutes les 7 à 10 jours, il y a une collision dans cet anneau. Tous les 7 à 10 jours, il y a une collision dans cet anneau. C'est pas beaucoup, mais enfin, tous les 7 à 10 jours, il y a 2 gros cailloux qui donnent des moyens cailloux. Puis les moyens cailloux qui donnent des petits cailloux. Et puis en attendant assez de fois 7 jours, à la fin, il n'y a plus que des poussières. Et puis il y en a qui sont partis. Donc on se dit, si on attend, alors on peut faire toute une petite modélisation, mais je vous fais grâce des détails, si on se dit, on attend 100 fois 7 jours, 100 fois une durée de collision, au bout de 100 collisions typiques, chaque caillou va être franchement petit, quoi. Soit il sera éjecté, soit il sera franchement laminé, quoi. 100 fois 7 jours, c'est pas très long, c'est 2 ans. Et c'est peut-être même que 10 ou 15 fois 5 jours qui suffisent. Si vous prenez une bagnole, vous la collisionez une fois, après vous la reprenez, vous la collisionez une deuxième fois, puis vous faites ça 10 fois, puis vous demandez ce qui reste de la voiture, vous vous rendez bien compte que ça va être un peu en débris, quoi. Le morceau, il va y avoir des bouts, quoi. Ça va pas rester entier, ce truc-là. Donc, on a l'impression qu'en une échelle de temps qui est quelques mois, peut-être une année, cet anneau, il doit être plus qu'en poussière et ou très dissipé. Ce que l'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Que cet anneau est jeune. Cet anneau a été formé il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être 1 an, moins d'1 an. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, vous allez voir. Donc, on est d'accord, il y a un argument qui permet de se dire que cet anneau est jeune. Et on peut estimer, c'est un peu à la louche, entre quelques semaines et peut-être une année, l'âge de cet anneau, le moment où il s'est formé. Parce que comment il a pu se former? C'est encore un coup des forces de marée. Quand un objet s'approche trop d'une planète, eh bien cet objet, là j'ai pris la Lune, mettons la Lune, il se déforme sous l'effet des forces de marée, et s'il est trop proche, plus bas qu'une certaine limite qu'on appelle la limite de Roche, ce gros objet va être brisé sous l'effet de la force de marée. Autrement dit, la gravitation qui s'exerce sur l'objet va le briser parce qu'elle est plus importante que la propre gravité de l'objet. D'accord ? On appelle ça la limite de Roche, Monsieur Roche. La limite de Roche pour la Terre, c'est 17 000 km. Si la Lune, vous la prenez où elle est là, à 380 000 km, vous la mettez à 17 000, elle est cassée en morceaux. Elle se casse en morceaux en tournant, puis ça va faire un anneau de matière, des morceaux de Lune qui vont se briser, un peu comme on voit. Ça s'est produit avec la comète Shoemaker-Levy le 9 juillet 92. Et elle est tombée sur Jupiter en 94. Ceux qui étaient là pour voir ça, je peux vous dire que c'est spectaculaire. Ça a été pris par des télescopes. Ça, c'est les 25 fragments de la comète qui s'est brisée en passant près de Jupiter. Et ça, on le voyait au télescope. Ça, c'est une très belle photo. Mais les taches noires, on voyait dans un télescope d'amateur de 20 cm, on voyait les taches noires des impacts et des morceaux de la comète qui tapaient sur Jupiter. De ce moment-là, on s'est dit, ah oui, ça arrive vraiment. C'est les dinosaures, mais vraiment, ça arrive, quoi. Et de ce moment-là, il y a eu un peu plus d'argent pour la détection d'astéroïdes, ce qu'on appelle géocroiseurs, qui croisent l'orbite de la Terre et qui potentiellement peuvent tomber sur Terre. D'un coup, ils se sont dit, ah non, mais ça existe vraiment. Bon. Le problème, c'est que si ça arrive vraiment, c'est la merde. Il faut prévoir le coup. Bon. Vous avez peut-être entendu parler de la sonde DART, là, qui a frappé récemment un astéroïde, enfin le compagnon d'un astéroïde, pour vérifier qu'on était capable. Et là, ils sont en train d'analyser toutes les données. Et puis, je pense que dans peut-être un mois, enfin d'ici la fin de l'année, j'espère, on aura les résultats du test pour savoir de combien ils ont dévié l'astéroïde, est-ce que ça a marché comme on pensait, etc. On aura toutes les données de tout ça. Bon, donc ça arrive, cette affaire-là, ça peut se briser sur les forces de marée, et donc peut-être que l'anneau de Géonosis, ça pourrait être une planète, ou un satellite plutôt, qui s'est brisé sous l'effet des forces de marée de Géonosis. Oui, mais ça peut se produire, par exemple, Phobos, le satellite de Mars, Phobos, il se rapproche inéluctablement de Mars, on estime que dans une 30aine de millions d'années, vous voyez que ça ne va pas être au jour près, la date,
même à l'année près. Dans une trentaine de millions d'années, il va être brisé par les forces de marée de Mars. Mars n'aura plus qu'un satellite, Deimos, qui est plus loin, qui lui s'éloigne lentement avec le temps. Et puis Phobos, qui fera un petit anneau temporaire. Après, il n'y aura plus de Phobos, il n'y aura plus rien. Bon, alors quand on voit que ça va prendre du temps, ça va pas prendre juste ça arrive et c'est pas ça tombe et ça se casse, non. Ça tourne, ça se rapproche lentement, ça va prendre des années, se casser, des années. L'anneau, il est jeune. En physique, il y a un truc qu'on n'aime pas, c'est les coïncidences. Il y a une coïncidence extraordinaire. Le Jedi et le chasseur de primes arrivent sur Geonosis au moment où s'est formé l'anneau, au moment à l'échelle géologique. Il y a 1 an, même 2 ans, c'est au moment de l'échelle géologique. L'échelle géologique, c'est ça. Les durées typiques, c'est des millions d'années. Donc ils arrivent vraiment au moment où ça se forme. Non, c'est pas possible, on n'y croit pas. C'est trop bizarre comme coïncidence. Bon, pourquoi pas? Les coïncidences, ça arrive, mais là, c'est vraiment forcé. Alors, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait rendre compte de ça, qui est cohérent avec tout ce qu'on sait de l'histoire et de ce qu'on vient de décrire là, de la physique? Parce que la physique nous dit, oui, bien sûr, mais quand même, c'est très coïncidence. Bizarre. Trop au bon moment. Comment c'est possible? Eh bien, la solution, elle est toute simple. C'est qu'est-ce qu'il y a sur la planète Geonosis? Qui vit sur les Geonosis? Vous vous rappelez? C'est une espèce de peuple insecte, là, je ne sais pas comment ils s'appellent, qui ont fait les plans de l'étoile de la mort et du turbo-laser de l'étoile de la mort. C'est eux qui fabriquent le plan. Donc vous rappelez, il y a le comte Doku qui déboule sur la Geonosis, qui va voir les insectes et qui dit donnez-moi les plans. Il amène un chèque aussi, j'imagine. Vous voyez, ça coûte quoi. Donc il lâche, je ne sais pas combien, $1 trillion galactiques. Bon. Mais est-ce que vous lâchez $1 trillion galactiques pour une étoile de la mort dont vous n'êtes pas sûr qu'elle fonctionne? Déjà, pour une bagnole à 10 000 balles, vous vérifiez qu'elle fonctionne, quoi. Donc une étoile de la mort, vous allez vérifier. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne une étoile de la mort? Il y a 2 choses. Est-ce qu'elle vole? Est-ce qu'elle fait ses plans? Ça, c'est un point. Mais le deuxième truc, c'est le turbo-laser. Vous voulez qu'il fonctionne. Donc vous demandez quoi? Un essai. Alors les gars des insectoïdes disent pas de problème, compte de coup, on fait un essai. On va faire un essai sur quoi? On ne va pas détruire notre propre planète, ils ne sont pas cons. Bon, on va détruire cette lune minable qui est autour de notre planète, on va la bousiller. Donc ce qu'on peut penser, et là c'est cohérent, le comte Dooku arrive 6 mois avant, il donne la moitié, il donne l'avance, il donne les 30% d'avance, les arts pour avoir l'étoile de la mort et le turbo laser, mais il donne ça contre un truc qui montre qu'il a bien l'étoile de la mort, qu'il aura bien et le turbo laser. Et donc les insectoïdes font la démonstration. Et donc mon interprétation, c'est que la seule façon de rendre compte de cette coïncidence, c'est que c'est un essai de l'étoile du turbo laser de l'étoile de la mort qui a pulvérisé un ancien petit satellite de Geonosis. C'est la seule chose qui est cohérente avec l'astronomie, parce que l'astronomie nous dit que c'est trop jeune. C'est un anneau beaucoup trop jeune et qui s'est produit il y a si peu de temps qu'on ne peut pas arriver à faire ça. Enfin, c'est trop coïncident. C'est une coïncidence trop extraordinaire d'arriver dans les 2 ans qui viennent d'aboutir à la formation d'un processus qui a pris peut-être des millions d'années. Vraiment, c'est trop de chance. On n'y croit pas. Mais bon, ça arrive aussi. On gagne au loto parfois. Alors voilà, j'espère que ça vous a fait faire un petit point de vue, un autre point de vue sur l'univers. Regardez là, ils sont pas mal comme ça. Sympa, ils sont au dehors de la galaxie. Je peux vous dire, ça rigole pas, ça. Pour faire une vraie photo comme ça rigole pas. Parce que la taille d'une galaxie comme ça, spirale, qui ressemble un peu à la nôtre, c'est le rayon, c'est 100 000 années. Le diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Non, le rayon, c'est 100 000 années-lumière. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, ils sont à littéralement des centaines, peut-être même 1 million d'années-lumière. Donc on ne parle pas d'aller d'une étoile à une autre, là. Une étoile à une autre, c'est quelques années-lumière. 1, 2, 3, 10, 20 années-lumière. Là, on parle de centaines de milliers d'années-lumière de distance. Je peux vous dire que c'est pas facile de faire cette photo-là. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça pour faire ce genre de photo? La réponse est non. De notre Terre, avec un télescope, bon, pas un télescope d'amateur, ça a été fait avec le VLT, de notre Terre, on peut faire des photos. Ça, c'est la galaxie Messier 104 du Sombrero, dans la constellation dite du Sombrero, dans la constellation de la Vierge. On peut faire ça avec des instruments d'amateurs, mais il faut être un peu habile, avoir un télescope un peu gros et puis des caméras électroniques. Mais voilà, on peut faire ce genre d'image. Et là, on a le point de vue qu'avaient Luc et Léa sur la galaxie, mais en restant sur notre Terre. C'est quand même plus simple que de prendre un vaisseau interstellaire, sortir et faire la photo de la galaxie vue de l'extérieur. Parce que le vaisseau interstellaire, on ne l'a pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je suis disponible pour vos questions, si vous en avez, si je sais y répondre. Merci beaucoup.